Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce live du 30 mai 2020. Nous sommes à Genève, la capitale internationale des diplomaties, les sièges européens des Nations Unies. Vous êtes à la Tribune de femmes, qui est une page Facebook créée pour favoriser la découverte, l'échange des success stories des Africains de la diaspora. Chaque samedi, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui vient nous parler d'une expérience vécue personnellement afin d'inspirer ou d'édifier notre public sur un thème en lien avec l'intégration. Cette émission s'adresse à toutes les personnes qui aiment l'échange, qui aiment s'inspirer des expériences des autres. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante des droits des femmes et je suis une motivatrice pour une intégration réussie des étrangers. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une femme exceptionnelle, une mère courageuse qui a vaincu la dépression. Elle a la volonté de venir témoigner son expérience pour encourager certaines femmes dans nos communautés africaines qui n'ont pas le courage de parler de cette question-là. Comme vous voyez, il y a un titre, donc on va parler aujourd'hui de la dépression, on va parler de la consultation des psychologues qui sont, semble-t-il, des sujets tabous dans la communauté africaine. Notre invité d'aujourd'hui a un nom, mais nous avons préféré garder secret son nom par confidentialité, compte tenu de la sensibilité du thème d'aujourd'hui. Nous l'appellerons Madame Mimi. Donc, dans un instant, je vais recevoir Madame Mimi qui va venir se présenter à nous comme elle voudra se présenter à ses propres thèmes. Soyez nombreux à l'écouter. Nous ferons cette émission en deux parties. La partie d'aujourd'hui va se focaliser sur les témoignages de Madame Mimi qui va nous étaler son parcours et les souffrances qu'elle a vécues pendant sa dépression. Les samedis prochains, nous recevrons une psychologue, plutôt une ethnopsychiatre. C'est une femme ethnopsychiatre qui pratique ici à Genève, qui a une très bonne connaissance des communautés africaines parce qu'elle les a suivies. Elle tient beaucoup de conférences sur ces thèmes. Elle viendra interpréter avec nous les témoignages de Madame Mimi afin de nous comprendre, afin de nous permettre de comprendre ce que Madame Mimi a vécu. Parce que la santé mentale est quelque chose de vraiment délicat. Des fois, on peut avoir des problèmes mentaux sans pouvoir les réaliser. Et ce n'est pas facile d'en parler. Notre invitée est une femme courageuse. Nous la remercions d'avance d'avoir accepté de venir témoigner. Donc, je vais sans plus tarder téléphoner Madame Mimi pour qu'elle rentre en ligne et pouvoir parler avec nous. Merci pour votre attention. Pour ceux qui sont déjà branchés, soyez gentils et partagez l'émission. Invitez les amis et connaissances pour qu'ils puissent aussi partager ce moment avec nous. Oui, allô? Allô, bonjour Madame Mimi. Bonjour, maman Betty. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. En tout cas, je te souhaite la bienvenue à cette émission sur la Tribune des femmes qui a pour thème la dépression et les psychologues. Sont-ils des sujets tabous pour les Africains de la diaspora? Toi, tu es une personne qui a vécu
une expérience que tu as le plaisir de partager avec le public aujourd'hui. Je te souhaite vraiment la bienvenue et je te remercie infiniment pour ton courage et pour ta volonté à venir témoigner. Je te laisse te présenter pour que tu nous dises qui tu es, en sachant que nous gardons ton identité un peu confidentielle par rapport à la sensibilité du thème. Tu pourras nous dire les éléments que tu veux que les gens sachent de toi. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais une maman, donc parle-nous de toi en tant que mère ou en tant que femme, qui tu es, Madame Mimi. Je te laisse ta parole. Merci beaucoup, Maman Betty. En tout cas, je suis vraiment flattée. Merci pour ton invitation. Merci de me faire encore confiance parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour toi parce que tu reçois beaucoup de gens. Tu as eu à être en contact avec beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. C'est pourquoi j'ai accepté moi aussi de passer à ton émission parce que je vis l'ampleur dont elle est en train de prendre. Et j'ai constaté que nous tous, nous avons quelque chose à donner aussi, à ramener des nouveaux ou à apporter sur notre communauté. Merci je suis beaucoup. une femme, je suis une maman, mère de plusieurs enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Je suis à Genève il n'y a pas très longtemps, je suis à Genève il y a 2007. Je suis arrivée, j'étais fonctionnaire international. J'ai fait des études universitaires au Congo. J'ai fait des études techniques, malheureusement, mais avant de faire des études techniques, j'ai fait la pédagogie en quelques années en psychologie. J'aimais bien faire la psychologie de l'enfant, mais comme vous connaissez tous avec les parents qui contrôlent, qui disent non, c'est pas ci, c'est pas ça, j'ai arrêté la psychologie de l'enfant pour aller en technique. Et j'ai fait la technique et pour aller travailler dans l'administration en tant que fonctionnaire au ministère du Commerce. J'ai travaillé aussi au ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai quand même un long parcours au pays et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. J'ai rencontré le père de mes enfants. On a tissé des bons liens. C'est comme ça qu'il m'a permis de rester ici et j'étais mariée pendant plusieurs années. On a eu des enfants ensemble et là, pour l'instant, je suis assistante maternelle. Donc, j'ai changé un peu de domaine par rapport à ce que j'ai fait avant. C'était un choix, c'était un choix par rapport à beaucoup de situations qui sont arrivées dans ma vie. Donc, je puis changer de domaine. Donc, maintenant, je suis assistante parentale. Voilà un petit peu ce que je peux dire, vous parler de moi. Donc, voilà, il y a encore des questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez un joli parcours. Moi, maintenant, ce que je voulais savoir, qu'avez-vous vécu sur la dépression? Est-ce que vous avez été en dépression vous-même? Oui, j'ai vécu la dépression moi-même plusieurs années. J'ai vécu la dépression tout en étant enfant en Afrique. Mais comme vous connaissez bien dans mon pays, personne ne peut mettre des mots sur ça et personne ne connaît la dépression. En arrivant ici, je me suis mariée suite au changement de vie. Et c'est là que j'ai eu encore un nouveau cas de dépression qui s'est vraiment déclenché suite à un changement de vie, voilà, à quelque chose, à une situation qui est arrivée dans ma vie, qui a déclenché en fait encore je dirais même une troisième fois la dépression dans ma vie. J'ai vécu dans la dépression pendant plusieurs années dans mon couple. J'ai été soignée plusieurs fois, des fois je retombais, je me relevais, je suivais mes traitements, je rechutais parce que j'avais pas de soutien pour éviter le regard des gens. Du coup, j'interrompais le traitement pour faire plaisir à tout le monde, dire voilà, c'est la honte, on ne peut pas savoir que tu es déprimé, que tu suis des traitements. Entre guillemets, chez nous, on parle de la dépression comme une folie, quoi. Quand tu parles de la dépression, donc même ton conjoint, il a honte de toi, de dire aux gens que voilà, ma femme est dépressive. Donc, sur base de ça, j'ai été obligée d'interrompre le traitement plusieurs fois. Et en fin de compte, j'ai rencontré vraiment un psychologue qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné des explications et des définitions, vraiment en plus des détails. C'est là que j'ai compris qu'on a on a une mal information de la dépression en fait. On est mal informé. Ok. Madame Mimi, est-ce que vous pouvez nous aider à nous définir un peu qu'est-ce que c'est la dépression pour vous, hein, par rapport à votre expérience et par rapport aussi aux définitions données par les médecins, par rapport à l'accompagnement qu'il vous a donné? Comment pourriez-vous
définir la dépression. Par rapport à ma situation, à mon cas, je parle de moi. La dépression que j'ai eue, je définis la dépression comme une forme d'une maladie psychosomatique, je veux dire, une maladie psychique, une maladie mentale, où, si je peux aller vraiment d'une façon plus élémentaire pour que les gens comprennent, c'est sous forme d'un emprisonnement dans une bulle, d'une dépendance de quelque chose où ta vie a été affectée par un changement, par une situation qui a bousqué ta vie, ou par une situation dont tu n'arrives pas à mettre des mots. Par exemple, beaucoup de gens ne savent pas parler de la dépression parce que c'est complexe, la dépression. C'est très, très complexe. Suite au changement de vie, suite à une maladie, suite à des multiples événements, suite à de rejets, à l'environnement, à la société aussi. Donc, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à se définir soi-même, où son identité personnelle est complètement perdue par rapport à l'environnement à laquelle nous nous trouvons maintenant. Tu es perdu, tu n'arrives pas à te retrouver, tu n'arrives pas à te faire comprendre, en fait. Ok. Donc, ça, c'est vraiment de ma façon à moi par rapport à ma situation. Par rapport aux spécialistes, eux, ils ont vraiment des définitions qui sont vraiment plus claires. Là, peut-être eux, ils vont nous donner plus de détails la prochaine fois où il y aura un spécialiste. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette définition de la dépression par rapport à votre situation personnelle. Moi, ce que je voulais savoir, ça a commencé comment vous l'avez su? Est-ce que c'était le médecin qui l'a découvert ou par vous-même, vous avez constaté que vous étiez en dépression? Qu'est-ce qui a déclenché? Voilà, donc je vais juste commencer, je vais vous raconter juste mon histoire, un tout petit peu, là, et jusqu'à arriver à découvrir que je suis dépressive. Je suis un enfant né dans une famille bien éduquée. Mon père travaillait au pays, il était cadre dans le ministère de nos pays, mais il était vraiment bien. Ma mère, elle travaillait aussi, pas travaillait, elle était une femme d'affaires en fait, une femme d'affaires aussi connue qui voyageait beaucoup. Alors, le papa n'était pas présent, la maman n'était pas présente, et la famille, déjà en soi, elle était très récomposée. Mon père est venu avec 2 enfants de mères différentes, ma mère est venue avec 2 enfants de pères différents. Et vous imaginez cette famille qui est récomposée où donc les parents sont absents. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes par des tantes, des oncles. Donc j'ai vécu dans une famille comme ça. Mais il y avait de l'amour, hein, il y avait de l'affection, on vous donnait tout. C'est pas qu'on était abandonnés, on n'était pas à la rue. On était vraiment bien, et bien éduqués, bien élevés. Mais seulement dans la famille, le parent passait à côté de quelque chose qui était important. Ma soeur avait des douleurs, des dépressions. Personne n'arrivait à mettre des mots qu'elle ressentait. Mon frère, le fils de ma mère, lui aussi pareil, il avait la haine contre ma mère. Mais pourquoi? Parce que lui, il était différent de nous, parce que son père était aussi pas de notre pays. Donc il était métis et c'était différent dans la famille qu'on l'accepte. On était complètement différents. Alors lui, il s'est comporté bizarrement. Papa ne voyait pas, maman ne voyait pas, mes soeurs, pareil. Moi aussi, et moi j'étais au milieu et j'étais haïe par mes soeurs et frères qui me disaient tout le jour, ah voilà, toi t'as de la chance, toi ton père est là, ta mère est là, et tout. Nous on n'a pas des pères, nos parents ne sont pas proches, tu vois. Cette famille, et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont en train de nourrir leur cœur et leur esprit par des choses ou des questionnements qui le font mal, mais ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent pas, vous n'avez pas le droit de poser des questions à maman, pourquoi? Ou papa, qu'est-ce qui nous arrive? Non. Les parents, leur travail, c'était de mettre les enfants à l'école, vous avez des gens qui s'occupaient de vous. Mais mon frère, il était. Et à un certain âge, lui, il était plus âgé que moi, plus âgé, ado, je dirais même adulte, majeur. Alors, j'ai été abusée à l'âge de 7 ans. Vous imaginez, vous êtes livré à vous-même et le frère. Vous avez dit, Madame Mimi, vous avez dit que, si je comprends bien et si je vous suis jusque-là, vous étiez dans une famille récomposée, vos parents. Très récomposée, oui, très récomposée. Très récomposée parce que vos parents ont eu
donc des enfants avec d'autres parents, d'autres mamans et d'autres papas. Et après, votre papa et votre maman se sont remariés et ils ont mis tous les enfants ensemble pour vous élever. Et vous, dans cette famille-là, vous étiez l'enfant du couple réel. Et puis, vous aviez d'autres demi, beaucoup de demi et frères et sœurs. Et pendant que vous viviez dans la famille, vous venez de soulever que la famille, les parents étaient un peu à côté de la plaque par rapport à l'éducation. Il n'y avait pas de la tension parce qu'ils n'observaient pas la différence qu'il y avait entre vous. Et dans cette différence, votre frère, donc votre demi-frère, a abusé de vous. Donc vous avez été violé par votre frère. Dans la maison. Ni maman, ni papa, personne n'a constaté que je souffrais. Et à l'âge de 8 ans, on m'a déclaré, on m'a trouvé avec l'ulcère de l'estomac. Vous avez été violée à quel âge, Madame Mimi? À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, vous êtes violée dans la maison, les parents ne sont pas au courant. C'est plusieurs fois. Pas une fois, plusieurs fois, vous aviez été abusée par votre frère. Oui. Qui venait coucher avec vous en tant qu'enfant. Oui, en tant qu'enfant. Ok. Lui, il faisait par vengeance parce qu'il te le disait en face. Toi, tu as de la chance d'avoir ton père, d'avoir ta mère. Et voilà. Donc, ils doivent bousiller ta vie, quoi. Parce que tu as de la chance, tu ne peux pas avoir cette chance-là. Est-ce que vous avez eu le courage de parler à votre maman à 7 ans ou pas? Ah, je ne peux pas. Je ne pouvais pas du tout. Pourquoi? La famille, elle est composée. On n'a pas le droit de faire nos cultures. Tu n'as pas le droit d'aller dire à la mère que parce qu'elle était déjà à 100, déjà elle voyageait beaucoup. Et mon père travaillait, il revenait que le soir. On te ramenait, on te laissait à l'école. On venait te chercher par une nounou, une tante qui s'occupait de vous, qui était là pour vous. La tante, elle s'en fout. Elle est aussi jeune, c'est pas ses enfants. Ok. Vous pouvez poursuivre, Madame Mimi, votre témoignage. Après avoir été abusée, combien de temps après, qu'est-ce qui s'est passé après ça, après ces viols? Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenue très fragile et j'étais tout le temps malade. En Afrique, au Congo, on a souvent l'expression d'appeler les enfants qui souffrent tout le temps à recours à l'obé. Je ne sais pas si vous... Oui, je sais, je connais l'expression. C'était ça mon surnom. Parce que j'étais 3 jours malade, 2 jours j'étais bien, 3 jours malade, et j'ai grandi comme ça. Et ni mon père, ni ma mère n'est allé voir le médecin pour poser des bonnes questions. Même le médecin a posé des questions à ma mère, mais comment vous pouvez expliquer un enfant de 8 ans avec un estomac aussi bousier? Qu'est-ce qui s'est passé? Même le médecin n'a pas su me poser des questions correctement parce que je regarde mon père qui était très dur, qui était respecté dans le quartier, au travail, dans la famille et qui était vraiment d'un ton. Tu n'as pas le droit de parler quelque chose. Tu n'as pas le droit. On avait peur. Père du médecin aussi? On avait peur des parents, de nos parents, de mon père. On avait peur de lui. On ne peut pas s'approcher de lui. On ne peut pas. Donc, c'était plutôt la perte. C'est comme ça que comment je vais dire, je me suis forgé une carapace. J'avais tellement mal, je me suis forgé une carapace pour me protéger. Je ne parlais plus. Vous aviez la peur que vous êtes en train de mentionner, Madame Mimi, c'est plutôt la peur du parent, du papa. Exactement. À cause du papa, à cause de l'autorité de votre père, vous n'aviez pas su parler. Non, je n'ai pas su ni dire à ma mère parce que ma mère, elle était heureuse pour elle. Elle se disait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est bien, qui a pris mes enfants. Donc, je ne pouvais pas. Sinon, le mariage de ma mère aussi allait partir en vrille, tu comprends? Oui. Je ne pouvais pas. Je regardais, on était déjà très récomposés. Si j'osais dire ça, et ça allait être. C'était plus compliqué. Vous imaginez un enfant porter un secret, un lot, pardon, une douleur. Protéger sa mère, ce n'était pas à moi de le faire. Bien sûr, oui. Ce n'était pas à moi de le faire, mais c'est ce que moi je fais. Qu'est-ce qui s'est passé quand le médecin vous a consulté? Il était très étonné qu'à votre âge, à 7 ans, que vous aviez l'ulcère très avancé. Et comment il a traité ces problèmes, le médecin? Pour eux, ils ont parlé
Le médecin, lui, il est allé vers l'alimentation. Ok. Ouais, il faut changer, voilà, exactement, il faut changer l'alimentation des enfants. Je pense qu'elle mange des trucs trop acides, voilà. Jamais un médecin africain, il n'a pensé qu'un enfant à cet âge, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose? Est-ce que je peux le mettre de côté, discuter avec elle, sans ses parents, juste essayer pour nous tirer un peu d'informations, le rassurer et que l'enfant puisse se dévoiler? Non, aucune fois. Ok. Et à chaque fois, j'allais chez le médecin. 3 jours, j'étais bien, 3 jours, j'étais malade. On allait tout le temps et tout le temps. Ok. Après, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez Oui, fait j'ai vos grandi, études. voilà, exactement, j'ai grandi. Maintenant, je disais, j'ai réussi à me former une carapace pour me protéger de tout cela. Donc, je ne parlais plus. J'étais quelqu'un qui parlait moins. J'étais absente à la maison. Pas absente physiquement, j'étais présente, mais je ne donnais pas mon avis pour ne pas attirer la foudre de mes soeurs et frères parce qu'on me tabassait. Si le papa n'était pas là, la maman n'était pas là, on t'enfermait dans la chambre, on te tapait, tout le monde était contre toi. Donc je ne parlais pas, je ne disais pas un mot. Je disais, si tu disais ça, maman, tu disais ça, papa, on va te faire ça, on va te faire ça. Ok. Et puis, vous Donc, êtes arrivé en Suisse. J'ai essayé d'oublier cette histoire. Je ne sais pas comment je vais faire. Même le médecin, il a dit, ouais, il m'avait dit que ça arrivait. Comment je fais enfouir cette image, je fais enfouir ces souvenirs pour essayer d'être juste moi. Je fais enfouir, je fais attention de tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne voyais plus mes parents ni mes frères. Je vivais juste comme si j'étais seule, en fait. J'acceptais tout, je disais pas non, je donnais même plus mon avis, en fait. Et j'ai grandi comme ça, je faisais tout ce que mes parents me disaient. Tout, je suis un enfant qui a grandi très docile. Tout ce que papa te dit, tu fais, maman, donc, pour que tout soit bien. Alors, j'étais obligée de vivre comme ça et j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge adulte. Et un jour, mon frère, comme il fuguait cruçant, il fuguait des années, des fois, il faisait des scandales à la maison, il volait des trucs, il fuguait. Un jour, il a fugué plusieurs années, on l'a cherché, à tel point que ma mère était triste. J'ai dit à ma mère, à je me souviens, je dis, mais tu es triste pour lui, qui te fait plus du mal. Au lieu de t'occuper de nous qui sommes là, peut-être nous aussi, on a besoin de toi, on souffre. Mais tu ne vois pas notre souffrance, en fait. Tu vois que lui, parce qu'il n'est pas là. Oui. Et quelle était la réaction de la maman? Quelle était la réaction de... La réaction de maman, vous êtes tous mes enfants et tout, pour une mère, vous êtes tous mes enfants. C'est vrai que je ne sais pas où il se trouve, qu'est-ce qui lui arrive, je peur, j'ai mal, et tout. Je voyais que maman, il défendait comme toutes les mères africaines. Donc, elle avait vraiment un souci de son fils, en fait. Il avait vraiment souci, elle avait souci de son fils, en fait. Mais moi, aucune fois, personne n'a vu ma tristesse, en fait. Personne n'a constaté ma douleur. Et quand est-ce que cette douleur est sortie, ces mauvais souvenirs cachés que vous avez cachés au fond de vous, est sorti quand et où? Exactement. Un jour, avant de venir, j'ai fini les études. Et mon frère, là où il était parti, voilà, dans un province, là-bas au Togo, il est parti, il est arrivé quelque chose. Et là, on avait des gens qui sont le rapatriés, il était gravement malade. Moi, je travaillais déjà, je gagnais bien ma vie, et c'était moi, et j'étais obligée. Alors, ma mère fait appel à moi, elle dit, voilà, je fais quelque chose, on va passer mon frère, ma vie. Et voilà. Et le jour où il surgit, il débarque à la maison, tout maigrichon, gravement malade. Et moi, c'est là que j'ai commencé des angoisses. C'était au Congo encore ou bien c'était déjà en Suisse? Au Congo, avant que je ne vienne, j'ai commencé des angoisses. Ok. J'ai commencé des angoisses, des migraines et tout. C'était juste la peur, en fait, quand je le voyais. Quand vous voyez votre frère? Donc, j'ai commencé les angoisses après, mais bon. Madame Mimi, on n'a pas bien entendu. Les angoisses apparaissaient quand vous voyez votre frère. Exactement, quand il est revenu dans la famille, quand il est revenu vivre avec nous. Ok. Ouais, quand il est revenu vivre avec nous, j'étais déjà majeure, je travaillais déjà. Donc, quand il est revenu vivre avec nous, c'est là que ça a commencé, en fait. Vous aviez eu peur qu'elle puisse encore refaire ses viols. Exactement, oui. J'avais très peur. Mais lui, comment il vous regardait? Quelle était son attitude? Il avait du mal à me regarder dans les yeux, il avait du mal. Un jour, ma mère n'était pas là. Je prenais soin de lui, je faisais à manger, je lui servais, j'avais tellement peur. Après,
il s'est agenouillé, il m'a attrapé par le bras, j'ai crié, et puis il m'a attrapé, il m'a dit, je voulais juste te demander pardon. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je vous ai fait du mal, je vous ai fait du mal, je vous prie de me pardonner. Et après, il me dit, regarde, je suis déjà gravement malade, peut-être que je vais mourir. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que je rentre et tout. Je lui demande de m'excuser, ce n'est pas ce que je voulais, j'ai pas voulu te faire du mal et tout. Voilà, c'est un peu ça, donc. Et vous, comment vous avez reçu ces pardons de votre frère? Quel était votre sentiment? Non, ça fait quand même du bien, mais ça change rien en fait. Ok. Ça change rien. Mais ça fait quand même du bien de pouvoir entendre quelqu'un reconnaître qu'il t'a fait du mal. Parce qu'à part même qu'il a abusé de moi, mais quand il est parti, il faisait ses affaires, il est allé toucher ses gris-gris, tout. La personne qu'on a demandé pour donner, pour sacrifier dans ses gris-gris, c'était moi. Encore moi. Et c'est là qu'il m'a avoué qu'il avait tout fait, ses gris-gris, il avait pris mes affaires, il avait donné tout me sacrifier. Et ça n'a jamais marché, je ne sais pas que pour cela, peut-être qu'il avait eu des problèmes, et le retour de tout ça, c'était, voilà, tout ça. Ok. Maintenant, en Suisse, quand vous arrivez en Suisse, vous êtes marié, vous avez des enfants. Oui, j'arrive ici, je rencontre mon compagnon, on était bien, tranquille. Je n'ai jamais parlé de ça, parce que c'est quelque chose qu'on cache toujours. On se dit non, ça je peux pas partager. Et un jour, on est resté plusieurs années, je ne pouvais pas avoir de enfants, on est resté plusieurs années, je suivais tous les traitements qu'il faut, les inséminations, j'en ai fait plusieurs. 4 fois, je ne pouvais pas avoir d'enfants. Alors le médecin regardait, madame, vous êtes bien votre compagnon, oui, tout va très bien, mais pourquoi vous n'arrivez pas et tout. Et le jour où je tombe enceinte. Pourquoi vous n'arrivez pas à quoi? Qui vous a demandé ça? Ben, le médecin, parce que le médecin. J'ai plusieurs fois de médecin, oui, j'ai changé de gynécologue plusieurs fois pour chercher juste à savoir qu'est-ce que je dois faire pour concevoir. Des spécialistes, voilà. C'était pour concevoir, ok. Vous aviez des difficultés à concevoir. Oui, voilà. D'accord. Et puis, voilà, j'ai réussi à avoir un enfant naturellement. Dieu nous a donné. À 3 mois de grossesse, je commençais à avoir des complications. La première fois que j'ai été en consultation, le médecin me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'entends tout le monde, le médecin qui s'appelait, madame, vous attendez. Je demande qu'est-ce qu'il y a un problème. Je vois des médecins, après des infirmières, après ils sont nombreux tout autour de moi, il y en a qui se posent. J'ai fait des notes, quoi. Il y a quelqu'un qui notait. Il y a un problème, est-ce que mon bébé a un problème? Non, votre enfant n'a pas de problème. C'est bizarre que vous avez 2 cm déjà, au total vous êtes à 3 mois de grossesse, donc vous menace d'avortement, en fait. Mais je dis, ouais, 2 cm à 3 mois de grossesse, le médecin, oui, mais c'est ça, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un problème? La colle, elle ne tient pas, elle est faible, elle est fragile, pourquoi? Après, je vois comme ça, est-ce que madame, vous avez été violée? Le médecin vous demande si vous avez été violée. Oui. Donc, les médecins suisses ont pu comprendre directement à partir de l'état de votre grossesse que vous étiez un enfant violé. La grossesse, en fait, quand on faisait les échographies, en fait, pour regarder pourquoi le col, elle était fragile, le col, elle ne tenait pas. En fait, ils ont constaté qu'ils avaient une malformation de l'utérus. Ok. Alors, elle était vraiment déformée, c'est pourquoi j'avais du mal à chaque fois peut-être. Mes chers amis, un instant, madame Mimi. Je faisais des rapports avec mon compagnon et ça sortait, le liquide sortait tout seul. Un instant, madame Mimi, les chers amis, Mado Chibola, bonjour, merci beaucoup d'être là. Partagez l'émission, merci pour encourager madame Mimi. C'est très important qu'on partage ces témoignages qui est un témoignage précieux parce que dans nos familles, on a été violés. Dans nos familles africaines, on a été violés, les enfants ont été violés, ils continuent à être violés. C'est important que ces témoignages soient écoutés parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler. Il y a des gens qui ont encore des blessures antérieures, qui ont été volés, qui sont aujourd'hui mamans, qui sont vieilles même, qui ont été violées, qui n'ont jamais eu le courage de parler. En tout cas, les témoignages de madame Mimi vaut la peine d'être écoutés. Chers amis qui sont en ligne, vous qui êtes en ligne, je vous prie de partager cette émission. Merci beaucoup.
À vous, Madame Mimi, la parole. Voilà, on était où? Le médecin. Le médecin a constaté qu'il y avait une malformation de l'utérus. Il y avait une malformation au niveau de l'utérus. Après, on me pose cette question, comme toute africaine, en nuit, en bloc, en cache, je dis non. Non, j'ai jamais été violée, madame, là-dessus. Vous savez, on va pouvoir vous aider. Ils vont même proposer des aides, madame, si tu... On va t'aider. J'ai vraiment nié en bloc, je dis. J'ai tout nié. Et là, mon cœur commençait à trembler au-dedans de moi. Je tremblais, je n'étais pas bien du tout. Et ils sont partis. Après, ils ont fait des examens, ils sont partis. Je suis restée à l'hôpital plusieurs semaines. Donc, pendant mes grossesses, jusqu'à l'accouchement, j'étais un mois à l'hôpital, 2 semaines à la maison, un mois à l'hôpital, 2 semaines à la maison, et tout de suite. Et après, le médecin m'a demandé, madame, vous avez, à part que j'avais des contractions tout le temps, j'étais obligée, j'étais contractée, hein, je ne sais pas si je comprenais, j'étais crispée, en fait. Crispée. Voilà, exactement. Madame, vous êtes trop crispée, ça ne va pas vous aider, en fait. Avec les contractions, vous êtes trop crispée, vous ne pouvez pas de votre enfant parce que vous avez déjà 2 centimètres, avec les contractions chaque minute, hein, c'est comme si j'allais accoucher, en fait. C'était la peur. Ouais, voilà, exactement. Ça a commencé, c'était la peur, en fait. Et le choc commençait, les angoisses commençaient, je commençais à avoir des contractions tout le temps. J'étais crispée, il fallait que... On m'a appelé je ne sais pas comment on les appelle. Ceux qui... Un psy aussi, voilà, je veux dire, j'ai un psy aussi au niveau de la maternité là-bas, qui est venu m'aider. J'ai fait des séances, j'étais hospitalisée. J'ai fait des séances de respiration pour essayer de détendre, en fait. Oui. Voilà, on m'aidait à faire des exercices, des respirations. Vraiment, elle a constaté que ça n'allait pas. Elle écrivait ce qu'elle voyait, mais madame. Et je tremblais, j'avais vraiment très très peur des angoisses qui commençaient, mais c'était terrible. Après, on m'a conseillé de voir vraiment un psy et j'ai commencé à voir. Mais j'ai pas dit, j'ai rien dit, hein, j'ai rien avoué que j'étais violée, je vous dis la vérité, je n'avais pas dit. J'ai rien dit. Je me protégeais toujours, je cachais parce que quand je suis arrivée, en parlant aussi avec des amis, des sœurs de l'église, ils me disent, ah, vous voyez, si vous dites ça, si vous parlez de vos problèmes aux médecins, même en compagnon, mais ils me disaient, il ne faut jamais tout dire aux médecins, parce que tout ce que vous dites, c'est écrit quelque part, c'est noté quelque part, ça va vous suivre, au cas où tu veux chercher même un travail, ou tu veux faire n'importe quel métier, ça va vous suivre pour votre vie ici, nos dossiers sont... contrôler. Voyez un peu de messages comme ça, on s'en peur. Je vous arrête un peu, Madame Mimi. Je vais repérer quelques 3 points très importants que vous venez de parler. Vous avez nié, vous n'avez pas dit la vérité au médecin, vous avez caché. Ouais. Et votre mari vous a dit, il ne faut pas dire la vérité parce que c'est pas bien que les gens ils sachent que tu as été volé. Et puis, les sœurs à l'église aussi. C'est ça? Oui. Les sœurs à l'église aussi. Je n'ai pas dit que j'étais violée, mais je disais seulement que je dois voir, on m'a demandé de voir un psy, en fait. On vous a demandé de voir un psy. Voilà. Et c'est là que les sœurs à l'église vous ont conseillé de ne pas accepter les suivis avec un psychologue. Non. Parce que c'est mal vu. Voilà. Ça n'a pas de sens, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre, voilà. On va prier, Dieu va t'aider, tu vas t'en sortir, tu verras. Dieu va faire que la folle va te dire tout seul. Oui. Donc, voilà, c'est des idées un peu comme ça. Ça fait, mais moi aussi, je croyais, je dis la vérité, je croyais. J'ai dit, bon, d'accord, je veux rien dire. Et vous êtes allé quand même voir les psychologues ou pas du tout? Non, il venait me voir à l'hôpital. J'étais hospitalisée, il venait me voir. Ok. Il venait me voir, mais je ne disais pas tout. Je n'avais pas dit la vérité tout auparavant. Et après, quand j'ai accouché, parce que j'ai accouché de mon enfant, à 8 mois de grossesse, j'étais obligée d'accoucher parce que le col était déjà presque à quelques centimètres. Déjà, voilà, j'ai accouché. Et après, j'ai fait la dépression post-partum. Ok, en plus. Donc, un deuxième problème supplémentaire. Voilà. Et j'ai fait la dépression post-partum. Mon compagnon, lui, savait, il était ici avant moi.
je me disais, ah ouais, ça, on appelle ça des blues, tout, tu pleures tout le temps, tu chales, tu pleures pour tout. Et je pleurais, j'arrivais pas à m'occuper de mon enfant, je pleurais, je me sentais seule, j'angoissais pour tout, j'ai commencé à vraiment, la dépression commençait vraiment à devenir sérieuse, et j'angoissais pour tout. J'arrivais plus à aller au balcon, je commençais à entendre des voix, même quand je dis que j'entends, personne ne me croyait. Ok. Personne, quand vous dites personne, c'est votre compagnon et d'autres personnes. Oui, et des amis, ouais, les proches, moi j'ai dit non, j'entends comme si j'ai envie j'entends comme si, oh, je me sentais pas bien. Après, on se dit, oh, mais écoute, c'est toujours comme ça, c'est dans ta tête, on appelle ça des choses, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Et quand on te dit, tu fais rien, et que tu suis parce qu'ils sont là avant que toi, tu fais confiance. À quel moment vous vous êtes confié à un psychologue? Ouais, après, il n'y en avait pas parce que j'allais chez mon médecin traitant maintenant. Ok. J'avais confiance juste à mon médecin traitant. Ok. Et c'est elle qui m'a vraiment aidée parce qu'elle a insisté. Elle dit, madame, je te connais, voilà. Je te connais depuis plusieurs années, depuis que tu es arrivée ici, je te suis et tout, voilà. Je sens que tu m'as pas bien. Le médecin. Moi, j'ai dit, non, je ne veux même pas entendre ce mot de la dépression. Moi, je ne suis pas dépressive, j'essaie de discuter avec elle. Elle me dit, mais non, la dépression, ce n'est pas ce que tu penses. Après, je suis rentrée dire, mon conjoint, on va dire que j'ai la dépression. Non, mon conjoint me dit, non, fais attention, ils vont te trouver des médicaments, tu vas devenir folle. Tu connais un tel, regarde comment elle est déçue, hein. Elle est hospitalisée, parce que nanani, et on se dit des choses qui te font peur. Ça, c'est qui vous disait ça? C'est mon conjoint, il ne voulait pas entendre parler des foranciers. Ok. Oui. Il ne voulait pas entendre parler, même des proches à l'église. Pour aller à l'église, il faut prier, Je priais, hein, je priais beaucoup, j'étais vraiment fervente, moi. Je priais à la maison, je faisais des prières, des combats et tout. On priait, on te dit que ce sont des esprits, il faut chasser. On chassait tous les esprits, il faut te laver le sang de Jésus. Je faisais tout ça, je faisais tout ça, je faisais parce que voilà, j'étais pas bien. Mais les problèmes étaient ailleurs. Voilà, le problème était ailleurs. Et ailleurs, vraiment ailleurs, Alors, 6 mois de mon bébé avec 6 mois, je suis tombée encore enceinte deuxième fois. Et c'est là que ça a vraiment commencé. Et le plus grave, c'était ça. Le deuxième enfant, vraiment j'entendais de voix. Une fois, j'étais assise comme ça, j'entends quelqu'un qui me la tête, quoi. On me dit, si tu sautes, tu verras tous tes problèmes finis, hein. Tu sautes tellement de ton bâton, hein. C'était des tentatives de suicide. Ben oui. Mais là, je ne pouvais même pas dire avec moi, puisque déjà, la personne ne me croyait que je n'étais pas bien. Je ne pouvais pas dire, alors qu'est-ce que je faisais? Je suis entrée dans la chambre de ma fille, je mis le lit contre la porte parce qu'il y avait un balcon derrière. J'ai barricadé la maison. Je ne pouvais pas rester seule. À moi qui a des gens, je ne peux pas m'asseoir au balcon. Seule, non, je ne peux pas. Si je franchis le balcon, j'entends quelqu'un qui me dit, prends ton enfant et saute, tu verras, tes difficultés vont disparaître, tes problèmes vont disparaître. Après, je ferme vite la porte, je respirais, ça n'allait pas. J'appelle mon médecin, je dis, ça ne va pas. Je commence quand je l'ai juste avoué ça. C'est là qu'elle m'a dit, tout de suite, madame, tu dois te faire soigner. C'est grave. Et là, comment tu passes de notre étape maintenant? Voilà. C'est en ce moment-là qu'elle vous a presque forcé à voir un psychologue. Voilà, elle m'a envoyé vers le centre qui s'occupe de tout le dépressif. Non, elle m'a envoyé voir un psy. Vers Place Palais. Je suis allée, arrivée là-bas devant l'entrée du cabinet, je ne suis pas rentrée. J'avais peur, j'avais honte, je me posais beaucoup de questions et je rentrais en marchant, vous n'imaginez pas, j'avais 2 enfants avec la poussette de 2, comme si j'étais des jumeaux, et je me suis endormie, vous n'imaginez pas, sur la route, avec mes enfants. J'ai posé juste ma tête comme ça, et je me suis endormie, j'entends quelqu'un me dire... Sur la route, dans la rue? Pardon? Vous vous êtes endormi dans la rue, sur la rue? Je posais juste la poussette, j'ai dit ma tête, je suis endormie. À Place Palais. Oui. Et quelqu'un qui m'a réveillé, madame, ça va? Est-ce que vous allez bien? J'ai dit oui, ça va. Et quand je suis réveillée, c'est là que je dis, je vais franchir. J'apporte. Je suis rentrée vers le cabinet du médecin, je suis allée, je lui ai dit,
Quand il m'a posé des questions, il a rempli la feuille, il me dit, madame, vous devez être hospitalisée d'urgence. Moi, je dis, pas question. Et mes enfants, je fais comment? Je commence à pleurer à mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Madame, on va pouvoir vous aider, c'est pas grave. Il faut d'abord vous soigner. En premier lieu, c'est vous, ce n'est pas les enfants. Si vous êtes malade, comment vous allez vous occuper de vos enfants? Oui. C'est comme ça qu'il commence à m'expliquer. Elle va vraiment se réfléchir. Madame, si vous n'êtes pas bien, vos enfants ne seront pas bien non plus. Je criais beaucoup sur les enfants, je criais, on se disputait beaucoup avec mon compagnon. Beaucoup, mais lui ne voyait pas tous ces disputes, ces cris, qu'il y avait vraiment un problème. Il y avait des disputes à la maison, vous étiez souvent en colère. Est-ce que vous tapiez aussi les enfants ou pas? Non, je ne tapais pas, mais je criais beaucoup en fait. Ok. Je criais vraiment beaucoup, alors beaucoup, je ne parlais pas doucement. Ok. Je parlais fort, je criais vraiment, je tapais sur le table, je criais. Donc voilà, et je suis allée voir. Voilà, on revient là, je suis allée voir le médecin, il m'a expliqué, il a essayé de me rassurer. C'était une dame, elle a essayé de me rassurer. Le médecin psychologue. Oui, elle a essayé de me rassurer, elle m'a dit, là, vous devez d'abord vous faire hospitaliser pendant une semaine d'urgence à l'hôpital, dormir, prendre des traitements pour vous aider à suivre le parcours normal, un traitement, il faut qu'il y ait vraiment un suivi permanent. Et là, j'ai pris la décision, j'ai accepté, j'ai dit, ok, il me dit, si tu ne vas pas, madame, je vais envoyer, je vais appeler l'hôpital, je vais appeler la police. Elle m'a dit ça, hein. Ok. Et là, j'ai promis, j'ai dit non, je vais aller, et je suis allée moi-même aux urgences psychiatriques avec mes enfants. Je suis allée, je me suis présentée avec la lettre qu'elle m'a écrite. Je me suis présentée, j'ai dit, écoutez, je suis madame Estelle, je viens vous voir parce qu'il y a ça. Tout de suite, on m'a pris et on m'a posé la question, et les enfants, comment le deuxième, il était encore tout bébé, après on m'a dit non, et après il a été placé. On a placé les enfants, vous voyez. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Et mon compagnon est venu, il était très en colère, il était très en colère, pas placer les enfants, il est là, il va s'occuper. Moi j'ai dit, mais l'autre, il est tout petit. Tu vas pas vivre avec deux enfants, les gars, il est petit, non. Il a pris la grande, et puis le petit, on l'a placé au foyer. Et je suis restée aux urgences psychiatriques pendant 5 jours. Ok. Merci Dolly Kiasi, partagez l'émission. Merci Gisèle Wumba. Diamant Noir, partagez l'émission. Edo Flash, les réalisateurs du moment, partagez l'émission. C'est très, très important, en tout cas, et très intéressant. Un témoignage très édifiant. Une femme courageuse qui est en train de témoigner pour pouvoir donner courage à d'autres femmes qui vivent dans la dépression, qui ont des souffrances, qui ont des blessures cachées et qui ne savent pas qu'elles ont des problèmes, que l'âme est malade, que l'esprit est malade, que le mental est malade. Madame Mimi est en train de délivrer son témoignage. Aidez-moi à partager l'émission. Madame Mimi, après une semaine d'hospitalisation, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous êtes sentie? Voilà, après une semaine d'hospitalisation, c'était vraiment un miracle pour moi. C'est là que c'était un déclic. Je me suis sentie, mais beaucoup mieux, mais je me suis dit, mais pourquoi je n'avais pas fait ça du tout? Juste le repos, il n'y avait personne, il n'y avait pas de bruit. En faisant ton traitement, tu dors. Je sais que les débuts, ce n'était pas facile, tu dors beaucoup, mais c'était juste pour m'aider à me détendre. J'avais fait beaucoup de nuits blanches. Je ne dormais plus. Avec les enfants, je n'arrivais plus, je ne m'en sortais plus. Je ne dormais plus. Là, on peut pas, on se voit la face dehors, on se voit, tu viens, vous sortez avec vos compagnons et vos enfants, vous allez bien. Mais j'étais mal. J'étais mal. Madame Mimi, vous avez les encouragements de Dolly Kiasi et nous avons un internaute à partir de Luanda aussi qui vous suit. En tout cas, les gens disent que bravo. Il faut avoir le courage de témoigner. Merci beaucoup et bravo. En tout cas, on vous encourage. Nous sommes avec vous. Continuez à nous témoigner ça. Nous sommes là, nous sommes ensemble et nous vous remercions. Les gens sont là en train de vous suivre. Merci beaucoup. Après, maintenant, quand vous êtes resté une semaine à l'hôpital, vous avez pu prendre ces traitements d'urgence et après, vous êtes rentré à la maison. Et comment ça s'est passé? Oui, après, quand je suis rentrée à la maison, c'est là que j'ai pris la décision maintenant d'aller au centre. Quel centre? C'était quel centre? Quel centre? C'est les centres de quoi?
suis, c'est vers, vous savez, vers le centre social protestant, juste quelques Mais c'est un pas. centre de quoi? C'est un centre de quoi? Des suivis ou centre d'accompagnement? C'est Centre d'accompagnement, suivi accompagnement, il y avait tout cas, il y avait tout le cas, les bipolaires, les dépressifs graves, tout le cas. Il y avait ok. tout, alors tout. C'était pas facile déjà de subir le regard des gens parce que quand on te voit rentrer dans ces bâtiments-là, tout le Congolais ou tous les Africains qui habitent pareil, déjà quand ils vous voient là, c'est bizarre, le regard elle est vraiment bizarre, je le jure. Parce que c'est noté, hein, c'est crié au centre d'électricité là, et je l'ai chaque matin. Je me présentais pour prendre mon traitement. Parce qu'au début, on ne pouvait pas te donner tous les traitements pour aller prendre toute seule à la maison. Il faut vraiment un suivi. Est-ce que dans ces centres, vous avez trouvé d'autres Africains ou pas? Non, 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 non. En tout cas, sincèrement, il n'y avait pas. Vous étiez la seule Africaine dans le centre. Ouais. Il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas. Peut-être qu'ils venaient après moi parce qu'il y avait deux heures. Moi, j'allais le matin parce que je suivais à tous les ateliers. En fait, il y avait les ateliers où tu suivais les autres en train de témoigner. Ils expliquaient leur parcours, combien de temps ils sont là déjà, quels changements ils sont en train d'observer dans leur vie. Et moi, je suivais. Il y avait des accueils libres ou des partages, des disputes. Et puis, il y avait aussi des centres où, il y avait des endroits où vous allez là pour vous défouler, en fait. Il y avait des instruments, des petits trucs où il fallait sortir tout ce que vous avez comme âge scolaire et tout. Voilà, vous prenez ce truc-là. Donc, c'était comment dire. Ok. Et finalement, comment vous êtes en sorti? Quel est votre success story? Comment vous êtes, quel est votre récit dans ces problèmes, dans cette maladie, votre guérison? Ouais. Vous l'avez vécu après combien de temps et comment l'avez-vous vécu? Vraiment, pour le traitement, j'ai fait 1 année de traitement. Je dirais 1 année, 6 mois, mais 1 année ferme où j'étais obligée d'aller tous les jours. Je vous dis, et c'était un parcours de combattant, ce n'est pas facile. C'est ça le plus difficile, d'accepter, d'aller se présenter à ce centre-là. Je vous dis la vérité, ce n'est pas facile du tout. Et le découragement des gens et la honte qu'il y avait, tu vois, donc il fallait maintenant dire aux gens, j'assume, j'accepte, je m'en fiche de ce que les gens peuvent dire. Moi, je suis mal dans ma peau, je dois me soigner pour mes enfants, je dois être là pour mes enfants. Moi, j'ai suivi, j'ai vécu le viol, j'ai cessé d'être seule et abandonnée. Et je ne peux pas vouloir être déprimée et mes enfants vont rester avec qui prendra soin de mes enfants, qui sera là pour les conseiller quand ils auront besoin. Donc, je dois être saine d'esprit. Je dois être bien pour les encourager. Moi, j'ai fait des études, même si mes parents ne m'ont pas aidé. Mais Dieu merci, je suis quelqu'un qui était déjà intelligente naturellement. Mais si tu as un enfant qui a aussi des difficultés, et que toi-même tu es en difficulté, comment pourrais-tu aider? Pendant 1 année, 6 mois, vous avez fini votre traitement. Oui. Et puis, oui. Qu'est-ce qui vous dit que vous étiez guéri? Quel élément, quel comportement, quelle attitude, quelle nouvelle femme vous êtes devenue après ce traitement de 1 année et 6 mois? Ce qui est mieux déjà, même mes enfants me le disent eux-mêmes. Ma fille ne cesse de me le dire. Elle dit, mais maman, t'as beaucoup changé. Avant, quand on était petit, tu criais pour tout. Avant, quand on était petit, tu faisais ceci. Et j'avais peur. Et je commençais à pleurer quand elle me dit ça, qu'elle avait peur de moi. Parce que je criais, je parlais trop fort. Et je n'avais pas le temps de prendre soin de moi. Je ne pouvais même pas faire une formation pour pouvoir me trouver un bon travail. Donc, vos enfants, Madame Mimi, vos enfants ont quel âge aujourd'hui? Ma fille a 10 ans et demi, je dirais 11 ans. Mon fils a 9 ans. À l'époque, quand vous aviez commencé votre maladie, donc les enfants étaient des bébés. Ouais, je dirais mon fils avait 1 année quand j'ai commencé. On va dire qu'aujourd'hui, pour que vous ayez le courage de nous parler, ça fait environ 10 ans. Oui. Que vous avez surmonté la dépression.
que vous avez assumé les traitements et que vous assumez ces témoignages aujourd'hui et que vous avez la fierté et le courage d'en parler 10 ans après? 10 ans après, je vous l'ai dit, c'est la première fois. J'espère même mes proches, peut-être mes sœurs et d'autres personnes qui seront surprises s'ils reconnaîtront ma voix, ils seront peut-être surprises d'entendre tout ça, parce que j'en ai jamais parlé à mon entourage, j'en ai jamais parlé à mes proches, j'en ai jamais parlé. Mais j'ai parlé ça d'une manière... Mais pourquoi aujourd'hui, Madame Mimi, pourquoi aujourd'hui vous prenez le courage de parler? Qu'est-ce qui vous a motivé pour témoigner? Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a motivée? Je vais vous dire, Maman Betty, et comme je vous ai dit au début, je vous ai félicité. L'autre fois, vous avez fait une émission concernant les enfants, les écoles des enfants et tout, avec une dame enseignante africaine qui encourageait les parents à s'intégrer dans la vie scolaire de leurs enfants. Oui, ça m'a donné un... C'est juste. Je me suis dit, j'ai suivi votre débat, j'ai vu que c'était fondamental. Merci. Fondamental. Oui, merci. Fondamental et mettre comment je dirais, de témoignages vrais à la vie, à merci des autres pour les aider aussi à faire le pas. Merci beaucoup, merci. Merci. Parce que moi, je suis guérie aujourd'hui. Mais il y en a qui ne savent pas qu'ils sont malades. Moi non plus, je ne savais pas que j'étais malade. Mais au jour d'aujourd'hui, Madame Mimi, vous reconnaissez... Je suis fière, je vous dis, je ne regrette pas. Hein. Moi aussi, je suis fière de vous, Madame Mimi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre communauté, par exemple, les femmes qui sont en dépression, qui ont un mal-être, les femmes qui ont des genres de problèmes comme vous l'aviez eu à l'époque, vous pourriez les reconnaître par leur attitude ou pas? Oh, bien sûr que oui. Tout de suite, je vois, il y en a plein. Nous allons dans nos soirées, nous allons dans nos églises. Moi, je vois, j'ai conseil même dans les églises. Moi, j'ai conseil. J'ai des gens qui viennent me voir juste pour me demander ce conseil. Moi, je suis ceci. Tu es malade, va voir un médecin. Chaque médecin va voir un spécialiste. Le pasteur est là pour le chose spirituel. Je ne dis pas que le pasteur ou Dieu ne peut pas guérir la maladie. Non, mais ne confondons pas les choses. Ne confondons pas les choses. Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Respectons-le. Pasteur et pasteur, il reste pasteur tout court. Il n'a pas fait la psychologie. Il n'a pas fait ce cours-là. Il ne sait pas comment vous prendre en charge. Priez Dieu, c'est bien. Mais faites-vous soigner, ça va de pair. Ça marche ensemble. J'ai conseillé à une dame qui est venue me voir. C'est une femme d'un homme de Dieu. Elle est aussi elle-même pasteur. Elle m'a demandé, je veux juste vous conseiller, maman, est-ce que tu me conseillerais de voir, regarde, je passe ça, comme situation dans mon couple. Mais moi-même, j'ai détecté mon problème. Moi, j'ai dit, comme tu as détecté, c'est déjà un bon signe. Si tu détectes toi-même le problème, c'est dérange. Va pour toi. Quand tu guéris, ça sera bénéfique pour ta famille maintenant. C'est une femme de servante de Dieu, femme de pasteur, en souffrance, qui est en souffrance, qui est malade mentalement, qui a des problèmes psychologiques. Mais voilà. Là, je vous l'ai dit, ça fait 6 mois, elle suit son traitement. Ok, très bien. Son traitement, normalement, elle prie, elle va à l'église, elle est saine d'esprit maintenant. Ok. Beaucoup de gens se cachent et ils mentent. Ça ne sert à rien de mentir. C'est mieux de dire pour encourager les autres. C'est déjà mieux de se traiter d'abord. Exactement. D'abord soi-même, prendre soin de soi, et si on a le courage de témoigner pour encourager les autres, c'est aussi bien. Oui. Ouais. Oui. Mais déjà, prendre le courage de prendre les traitements et enlever la honte. Enlever la honte, c'est une maladie comme toute autre maladie, bien aimé. Parce que moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, c'est juste une mauvaise interprétation ou une mauvaise définition en fait de choses. Parce que chez nous, avec notre culture, on ne connaît pas ça. Beaucoup de gens qu'on appelle de fous chez nous en Afrique, ils ne sont pas fous, ils sont juste des très fous.
Ils sont normaux, ils passent des moments difficiles, des situations qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui? Ben, vous l'aviez déjà dit hein, tout au long pas mal de cet entretien, mais qu'est-ce que vous pourriez dire aux mamans, aux jeunes filles? Parce qu'il y a même des jeunes filles qui ont été violées, mais il n'y a pas que les viols, hein, il y a aussi d'autres problèmes, il y a aussi la violence verbale ou psychologique, les humiliations ou bien d'autres souffrances qui peuvent faire que les gens, ou ça peut être aussi une maladie, une malformation ou un complexe qui fait que la personne a développé quelque chose dans sa tête qui fait que il va mal et il peut pas vivre comme il faut dans la communauté et ça affecte le mental. À ces gens-là, aujourd'hui, quel est votre message? Moi, je vais dire aux mamans, aux jeunes femmes, même aux hommes, à nos enfants, surtout à notre communauté, faisons nous soigner. Faisons confiance à la médecine européenne. Parce que nous avons la chance, être ici, c'est un privilège déjà. Si tu te retrouves dans des pays où le soin médical, bon, je ne dirais pas gratuit, on paye les assurances, mais il y a des experts, il y a des professionnels. Faites-vous soigner. Faites-vous consulter. Il y a toujours des solutions pour tout. La solution, on ne peut pas le trouver seulement dans la prière. Oui, la prière, elle est là. La prière apaise, hein, je vous dis la vérité. La prière, elle apaise. Mais la prière ne résout pas. La prière, elle apaise le cœur. Elle te rassure. Mais traiter le problème, c'est mieux. Allez en parler. Oser en parler, c'est beaucoup mieux. Ça soulage, moi, le jour où j'ai parlé, le premier jour où j'ai mis les mots devant mon fils, je tremblais, j'étais là, vraiment, tout allé son bureau, j'ai mis tout dans un état au-dessus dessous. Donc, voilà, c'était difficile pour moi de sortir ces mots de ma bouche. Est-ce que Madame Mimi, votre conjoint a compris la démarche que vous avez faite? Je dirais qu'il n'a jamais compris. Mais maintenant, il n'a jamais compris. Moi, je n'en veux pas. Je comprends que c'est pas notre culture, en fait. Le problème, c'est ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion Est-ce que vous avez eu l'occasion d'expliquer à votre conjoint tout ce que vous avez vécu? Mais je l'ai vécu avec lui, hein, il était à côté de moi. Mais vous avez eu le temps de, est-ce que vous avez eu des moments de dire? On l'a appelé à l'hôpital quand j'étais de chambre psychiatrique, je n'oublierai pas. On l'a appelé, le médecin lui dit, écoutez, il faut que votre compagnon vienne, qu'on explique qu'est-ce que tu as, quelles sont les dépressions que tu as et tout. Voilà, qu'on explique tout, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, parce qu'il doit t'aider aussi. Parce que le problème, c'est ça. La dépression, tu dois te faire aider par ton entourage. Il venait, il répondait au rendez-vous? Non, il n'est pas venu, il m'était insisté, il est venu. Le dernier jour où j'allais sortir, un jour avant où je devrais sortir de l'hôpital, il est venu. Et tu sais ce qu'il disait au médecin? Ouais, je connais de manigance et tout, je sais que vous allez lui donner un traitement là, comme ça elle va s'endormir et tout. Après, elle va commencer à baser. Je connais vos manigances, vous allez écrire tout ce qu'elle va vous dire et tout. Après, vous allez utiliser ça contre elle. Et le médecin lui a répondu aussi, mais monsieur, je pense que ton budget est plus que ta femme. Je pense que ce n'est pas ta femme non seulement qui est malade, toi aussi tu as un problème. Ok. Donc c'était juste parce qu'il n'avait pas une bonne définition du problème en fait. Oui. Je voulais profiter pour demander aussi, Madame Mimi, est-ce qu'avec les pasteurs à l'église, vous avez eu le temps de changer? Écoutez, à l'église, voilà, quand tu ramènes ton histoire à l'église, tout le monde le sait dans nos communautés, tu ramènes ton histoire à l'église, tu l'entendras partout le jour. D'après, tout le monde te regarde bizarrement parce qu'il sait que tu avais eu ça. Moi, je me concrétise maintenant, hein. Je parle de mon histoire à tout le monde, ça je le dis. Dès que j'ai l'occasion à des amis, à des femmes, partout, je raconte, voilà, j'ai été abusée, à tel âge, j'ai vécu ça, j'ai été... Plusieurs fois, c'est pas seulement par mon père, à deux aussi, j'ai été violée. Voilà, j'essaie de parler de ça. De rendre ça, je vais dire ça, petit ou réactif, quoi. Oui. La force de
ou le pouvoir quand c'était fait, parce que cet acte vous brise. Madame Mimi, nous arrivons presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter. Comme je vous ai expliqué lors de nos entretiens de préparation de cette émission, nous allons faire cette émission en deux parties. Aujourd'hui, nous avons suivi votre témoignage et puis la semaine prochaine, nous aurons une ethnopsychiatre qui viendra nous interpréter votre témoignage, qui viendra analyser votre témoignage, qui viendra expliquer ce que vous avez vécu et compléter l'information par son savoir et son expérience, parce que cette ethnopsychiatre est une médecin qui a vécu et qui vit ici à Genève, qui a un cabinet, qui connaît des cas comme les vôtres et tant d'autres cas qu'elle a suivis pendant son parcours professionnel. Elle va venir nous aider à comprendre tout ce que vous avez vécu et autre chose qui peut exister. Moi, personnellement, n'étant pas du métier, je n'oserais pas interpréter parce que je n'ai pas de compétences. C'est pour ça que je vous ai proposé de venir livrer déjà votre témoignage. Je vais l'envoyer au médecin qui va l'écouter et le médecin reviendra samedi prochain pour pouvoir nous parler, de résumer un peu votre histoire et compléter aussi avec d'autres témoignages selon son expérience. Est-ce que vous, personnellement, vous avez pu tout dire? Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Je vous laisse la parole. Merci, maman. Je veux juste rajouter quelque chose concernant les enfants. Quand j'ai parlé de mon histoire, le médecin m'a posé la question. Madame, qu'est-ce que vous aurez voulu que votre mère ou votre père fasse s'il était là devant vous maintenant? Je lui ai dit, j'aurais bien voulu d'une mère pas seulement attentionnée, présente, ça veut dire dans le comportement de ses enfants. Apprenons à étudier nos enfants. Apprenons à savoir, à lire sur le visage de nos enfants. Est-ce que mon fils, ma fille va bien? Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Tisser des liens de confiance avec vos enfants. Comme ça, l'enfant n'aura pas de secrets. Nous avons la chance ici, on peut parler de tout. Moi, mes enfants, je vous dis, l'âge, ils sont petits, mais je parle de ça. Chaque matin, avant de parler d'ici, j'ai déjà discuté de ça avec mes enfants. Je leur ai dit, si t'arrive quelque chose, ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de te toucher. Que ce soit tonton, tata, elle m'avait dit de mentir, elle m'avait dit de faire ça. Non, parlons de ça. Enlevons le tabou. Nous avons grandi dans les tabous, c'était classé de nous, c'était l'histoire. Ça nous a brisé, ça nous a écrasé. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que nos enfants grandissent dans la société où tout peut se dire. Tout est permis ici en Europe. Osons parler, même pour ceux qui sont en Afrique, je vous prie les moments, si vous me suivez de l'Afrique, enlevez ces mentalités des tabous, pour poser les enfants. Parce que l'enfant a suivi quelque chose et la honte, parce que ça, le sexe, on ne peut pas parler de ça entre enfants. Non, parlons-en. Enlevons le tabou. Vos filles, on les appelle des enfants difficiles à l'école. Mais vous ne savez pas pourquoi. Il a des blessures parce que vous ne voyez pas. Il y en a combien ici en Europe des familles, des enfants à la maison de même famille qui sont ensemble. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas su en parler. Parlez de ça, enlevez les tabous, vous allez sauver vos enfants. Vous allez même sauver vos mariages. Il y a trop de divorces. Comme l'autre ne sait pas que l'autre est en révolution. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre va être supérieur, l'autre va être inférieur. Tout ça des guerres tout le temps. Des guerres de tout le temps en conflit, en couple. Parce que l'autre est malade, ne sait pas qu'il est malade. L'autre, le compagnon aussi, elle ne sait pas que son copain aussi est malade. Et qui constate toutes ces différences de comportement, allez-y voir, allez vous faire consulter même en couple. Faites des thérapies des couples, au lieu d'aller voir des pasteurs dans vos églises. Allez voir des thérapeutes, des couples, ça va vous aider. Vous allez parler de tout ce qui vous fait mal. Vous allez dire, parce que eux, ce sont des professionnels qui vont garder vos secrets. Bien au chaud, ils vont vous donner maintenant des conseils qu'il faut. S'il y a un traitement qui est nécessaire, ils vont vous le prescrire. Et vous allez avoir les filles. Aujourd'hui, vous parlez des couples
spécial, voilà, un couple bien doit être comme ceci, une femme bien doit être comme cela, un homme. Mais si tu es malade, toi tu n'as jamais parlé, parce que tu ne seras pas heureux, et tes enfants vont subir. Dans des sectes, il y a toujours des délires, tout le monde fait faire ceci. C'est bien, on fait ça, surtout les gens qui cachent derrière les vêtements, les habits, des tasses, des chaussures, des marques. On veut faire marquer, je suis bien. Mais non, c'est un mal-être. Le bien commence à l'intérieur. Le bien, on le voit sur le visage de ses enfants. On voit que ça, c'est une famille épanouie. Même si vous êtes divorcé, ça ne veut rien dire. Mais vivez la vie épanouie. Donnez des bonnes choses, donnez des meilleurs à vos enfants. Accompagnez vos enfants dans leur parcours. Surtout dans leurs études. Comment vous allez les aider à faire des devoirs, à les accompagner si vous n'êtes pas bien dans votre tête ni dans votre tête. Que vous n'assumez pas. Assumez-vous. Acceptez vos différences. On est différents. On ne peut pas être tous pareils. Si tu n'arrives pas à t'accepter, va voir un psy. Un psy ne veut pas seulement dire un traitement, un médicament, juste des conseils d'un professionnel. Ça va vous aider à mettre de l'équilibre dans votre vie et dans votre famille et dans la tête de vos enfants. Ils auront en parent une mère ou un père très stable. Merci beaucoup, Madame Mimi. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Vous êtes une femme courageuse. Vous êtes une femme exceptionnelle et formidable. Votre histoire est un success story des Africains de la diaspora qui vivent avec la dépression et les psychologues comme des tabous. Et selon votre conseil, vous encouragez aux femmes, aux enfants, aux hommes, à toute personne de pouvoir se confier, de faire les bilans, d'aller voir les professionnels pour pouvoir essayer de comprendre son mal-être. Vous demandez aux mamans de donner les meilleurs à leurs enfants. Vous souhaitez et vous conseillez aux femmes d'être des femmes, des mamans qui sont attentionnées et qui savent observer leurs enfants pour comprendre les comportements cachés des enfants. J'ai en ligne une servante dédiée, Maman Magloire Kembo, qui est une pasteur au Congo. Elle a suivi votre histoire en ligne. Elle dit, en Afrique, nous sommes des Bantous, notre coutume, c'est l'Ouzitou, donc le respect, on vit avec ça. Oui, maman, le respect ne veut pas dire le manque de dialogue, le respect ne veut pas dire la cachotterie, le respect veut dire aussi de respecter aussi l'être de l'enfant et d'aller chercher les mal-être dedans pour aller comprendre et traiter. Tout ça, c'est tout un métier. Les gens qui ont étudié les maladies mentales, parce que l'homme est composé du corps, d'esprit et de l'âme. Alors, c'est trois niveaux différents. Il y a aussi la manière de traiter ces trois niveaux. C'est pas la même chose quand on va traiter les corps, c'est pas la même chose qu'on va traiter l'âme ou l'esprit. Donc, je pense que si vous voulez, maman, pasteur, on pourra reprendre une émission ou une discussion pour comprendre votre point de vue. Mais j'ai retenu du témoignage de notre sœur maman Mimi qu'il serait mieux de voir les personnels médicaux, professionnels, formés, qualifiés, qui pourront nous aider à comprendre et à chercher le bien-être en nous pour que notre âme soit prospère. Voilà, donc je vous dis merci, maman Mimi. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui étaient en ligne. Merci d'avoir suivi cette émission qui s'arrête maintenant. Et maintenant, nous allons donc vous promettre un rendez-vous samedi prochain avec l'ethnopsychiatre qui viendra nous parler qui viendra interpréter avec nous les témoignages de maman Mimi et qui viendra compléter l'information. Je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon week-end chez vous. Merci beaucoup pour votre attention. Partagez l'émission et abonnez-vous sur notre page YouTube, La Tribune des Femmes avec Betty Milka. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, maman Betty. Au revoir. Au revoir.